Bonjour Jean-Van Emmelrijk, merci de nous recevoir chez vous pour le village systémique. Donc c'est l'occasion aussi de faire une rencontre avec quelqu'un qui pratique la systémique en tant que thérapeute, mais aussi en tant que formateur, en tant qu'auteur aussi d'articles et conférencier. La question un peu rituelle que j'ai l'habitude de poser, c'est comment vous êtes rentré en systémique? Comment c'est arrivé votre rencontre, enfin, avec l'approche systémique au-delà de votre formation de psychologue? D'abord, c'est des rencontres avec des formateurs. D'abord, deux rencontres essentielles. L'une avec Edith Golbeter, qui était mon maître de stage pendant 1 an, et Annie Segers, qui était mon prof à l'UNIF. Et ces deux personnes m'ont véritablement convaincu de l'intérêt et de l'ouverture de ce modèle. Ça, c'est, je dirais, la réponse rationnelle, la réponse filiatoire. Ce sont mes deux maîtres. Et puis, il y a la réponse plus émotionnelle. Je dirais, il y a l'histoire de ma famille, il y a la complexité de l'histoire de ma famille qui me poursuit toujours et qui me questionne toujours, et qui ont fait que dans ce questionnement personnel, tout au long de mon parcours d'adolescent, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte et d'adulte, la seule manière peut-être de véritablement pouvoir répondre à toute une série d'énigmes que cette famille me posait a été justement de me promener de ce côté-là. Ça m'offrait une vue sur moi-même, sur mon histoire, sur ma personne, un peu plus dynamique et plus enrichissante. Pour ça, ça m'a paru plus vivant et plus proche aussi de ma manière de penser le monde et de me voir. Voilà. Et de quelle manière elle s'inscrit dans votre pratique professionnelle, d'un point de vue dans le champ clinique par exemple? En quoi l'approche systémique est un support pour votre pratique? Et justement, je pensais terminer ma réponse précédente là-dessus, c'est-à-dire que je trouve que l'approche systémique offre un avantage dans le plan clinique, dans le champ clinique vraiment intéressant, qui est, on ne s'arrête pas sur un diagnostic, sur une souffrance établie, sur quelque chose d'arrêté. Moi, je trouve que c'est vraiment une approche qui vise plus un processus, donc qui est dans la vie, dans le mouvement, dans l'ouverture, dans quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui permet véritablement d'appréhender le fonctionnement de l'homme d'une manière que je trouve beaucoup plus ouverte et dynamique. Et ça me semble être quelque chose de moins stigmatisant, de moins chosifiant, de moins arrêtant. Je trouve que ce qui est inquiétant, c'est quand on se met à détenir une certaine forme de vérité, quelque chose qui arrête la pensée, quelque chose qui la fige, quelque chose qui l'installe sur une sorte d'hôtel de vérité. La systémique me semble au contraire être une sorte de chose informe, qui n'est pas véritablement arrêtée, qui n'est pas véritablement délimitée. Je pense que la systémique aujourd'hui a une assise ou des assises solides, mais néanmoins elle est toujours en train de se chercher véritablement une application. Et ce qui, moi, m'intéresse véritablement dans ma pratique actuelle, c'est que je suis à la recherche de modèles nouveaux par rapport à des questions nouvelles. Je trouve qu'on ne souffre pas aujourd'hui dans son corps ou dans sa vie de la même manière qu'on pouvait vivre cette souffrance il y a 10 ans. On voit apparaître dans le champ de la santé mentale des questions qui sont nouvelles, des questions adolescentaires qui sont nouvelles, des questions familiales qui sont nouvelles, des questions conjugales qui sont nouvelles, des questions, je veux dire, des soucis, des manières de se confronter au monde qui sont nouvelles, et qui font que nos modèles doivent, si on veut être à l'écoute de cette modernité, de cette reconstruction constante de la souffrance humaine et du questionnement humain, ben je pense quelque part qu'on doit être avec un modèle qui répond à cette mouvance, puisque lui-même il est en mouvement. C'est ce que moi je trouve dans la systémique, c'est que c'est un champ en mouvement qui réfléchit constamment, non pas l'établissement d'une vérité, mais la réflexion sur un processus relationnel. On se construit dans les relations, on évolue dans les relations, donc je trouve que le modèle systémique s'installe à cet endroit-là, et c'est à ce titre-là qu'il est vraiment pour moi un outil d'une richesse insondable, quoi. Il n'est pas arrêté. Dire qu'on est systémicien, c'est un grand mot. Dire qu'on pratique la systémique me paraît plus judicieuse. Voilà. Dans cette construction relationnelle, une de vos spécificités, je dirais, c'est de vous intéresser beaucoup à l'humour dans la relation, notamment entre l'adolescent et ses parents. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Quelques mots, c'est difficile.
Mais c'est peut-être un peu de nouveau en lien avec la réponse précédente. C'est... à quoi sert une famille? C'est la question fondamentale. Hein. C'est peut-être celle que pose la systémique. La famille, c'est un lieu qui met au monde, qui met dans le rapport au monde, qui installe quelqu'un dans une histoire, qui le met dans un processus, qui l'inscrit dans le temps qui passe. Alors c'est un outil vraiment intéressant, le temps, car c'est ce qui fait qu'on dure, qu'on a une existence, qu'on a une identité, qu'on a une appartenance. Seulement, tout processus qui consiste à conférer du sens enferme aussi celui à qui on donne le sens, dans ce sens-là. Ce qui est fondamental, c'est que quand on nous apprend quelque chose, il faut d'abord apprendre ce qu'on nous a appris, et puis après il faut désobéir. Parce que si on obéit constamment à la pensée de l'autre, on ne pense jamais. Donc la pensée, c'est d'abord, grâce au fait qu'il y a quelqu'un qui nous raconte comment le monde fonctionne, on va voir comment il nous raconte cela, et puis on va éventuellement se décaler un peu. L'humour, c'est un processus de décalage. C'est un processus qui consiste à toujours s'autoriser d'aller dans le sens contraire de celui de la pensée classique. Avoir le sens de l'humour, c'est aller à contresens. Hein. On dit que le monde a un sens, qu'on doit découvrir ce sens, pénétrer ce sens. Quand on réfléchit l'humour, on voit comment on déconstruit le sens du monde, puisque l'humour s'installe dans le fait qu'il y a une surprise dans les processus de pensée. Quand vous faites un mot d'humour, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez à rebrousse-poil la pensée quotidienne de chacun. Vous venez casser, briser, créer une surprise à l'endroit où il construit sa réflexion. Dès lors que l'on fait ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que la réflexion n'est pas une vérité, mais un processus. Donc on gagne en légèreté, en autonomie, car on se rend compte que ce qu'on pense n'est jamais que ce qu'on pense, pas une vérité. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont autour de nous, comme des socles de vérité, sur lesquels on s'édifie, sur lesquels on se construit, sur lesquels on s'appuie, sur lesquels on se repose. C'est très riche. Seulement à certains moments, ce sur quoi on s'appuie peut aussi être ce sur quoi on s'enferme. Ce sur quoi on s'appuie peut être ce qui nous limite. Et donc grâce à l'humour, c'est une manière de pouvoir nous rappeler que tout ce qui fait notre humanité n'est jamais qu'une construction et qu'on peut déconstruire. Et donc l'humour est un processus de déconstruction. Alors là où c'est important, c'est de comprendre que c'est un processus relationnel dans lequel il est important de comprendre que l'autre doit être un partenaire capable de jouer le jeu. C'était le sens d'une intervention à laquelle on s'était rencontrés, qui est la relation enfant-parent autour de l'humour est une relation dangereuse, parce que les enfants n'ont pas d'humour. Les enfants n'ont pas véritablement accès à l'humour que peuvent avoir les adultes. Et donc on voit souvent dans l'humour des processus d'humiliation, d'agressivité, d'ironie, de moquerie, de rabaissement. Et donc il faut faire extrêmement attention à l'usage de l'humour dans la relation parent-enfant, car l'enfant est dans un doute permanent de lui-même, ou l'adolescent d'ailleurs. Et donc il est à la recherche de quelque chose sur lequel s'asseoir. Si on va trop se moquer de ce qu'il fait, on risque de créer chez lui de la confusion, de la fragilité et donc un effondrement psychique. Donc l'humour est un processus très intéressant dans la relation d'homme à homme, en se prémunissant de ce que celui avec lequel on va faire de l'humour dispose des armes pour lesquelles il est nécessaire d'avoir pour pouvoir jouer justement le jeu. Donc c'est un jeu relationnel d'homme à homme. C'est ça qui m'intéresse. Alors c'est intéressant dans les processus thérapeutiques parce que c'est un outil qui crée la surprise. Il faut que la relation soit établie, bien sûr. On ne peut pas, dès la première poignée de main, se lancer dans l'humour. Mais s'autoriser l'humour est une manière de créer de la surprise dans le processus thérapeutique, pour peu justement qu'elle ne soit ni ironique, ni moqueuse, ni humiliante, ni agressive, ni quelque autre forme que de l'humour, c'est-à-dire ce processus de déconstruction. Ça surprend. Et quand on a une surprise, il y a un moment où la pensée est ouverte à une altérité, à autre chose. Or, il me semble qu'un processus thérapeutique, c'est l'ouverture d'autre chose. C'est justement cette brisure des pensées qui se ferment sur elles-mêmes, qui se referment sur elles-mêmes, et qui donc aboutissent toujours au même processus, au même résultat, et dès lors, quelque part, la pensée ne pense plus. Grâce à l'humour, on peut briser cela, et donc introduire un moment d'étonnement, un moment où tout à coup l'homme ne sait plus ce qu'il a à penser. Et quand on ne sait plus ce qu'il y a à penser, on peut commencer à penser. Et donc inventer d'autres manières de voir les choses et de se libérer de certains enfermements de pensée.
J'ai très fort résumé. Oui, mais très bien, très bien. Il s'agit aussi de resituer le contexte et la relation parent-enfant dans un récit, dans une histoire telle que tout à fait. J'ai pu lire dans un de vos articles dans lesquels critique thérapie familiale. On est à 3 dans la pièce. Il y a une bouche qui a décidé de participer à voilà, l'interview. de provoquer un petit décalage. On lui demandera son avis. Et donc, de votre point de vue, en quoi c'est important justement de recontextualiser dans un récit cette relation lorsque le lien par rapport au récit peut être perdu? Moi je pense quelque part que la fonction familiale est, disais-je il y a quelques instants, une façon d'inscrire dans le temps. Et le temps se construit sur 2 socles. La capacité de transmettre, c'est-à-dire de se rappeler, de savoir ce qu'on a en mémoire, ce qu'on a en oubli, et promettre. Donc c'est transmettre et promettre. C'est donc un décalage par rapport à l'instant même de la vie. L'idée fondamentale, c'est que nous sommes à tout instant, à l'ultime instant de notre vie. Nous sommes toujours en train de vivre quelque chose que nous ne revivrons pas plus. Nous ne revivrons plus jamais l'instant même de l'énoncé, car l'instant est à chaque fois ce dans quoi nous sommes, mais que nous quittons au moment même où nous l'énonçons, nous ne sommes déjà plus dedans. Donc nous ne pouvons pas rester à cet endroit-là, parce que c'est beaucoup trop fragile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dilate par toute une série de processus, dont la narration, on dilate cet instantané pour créer autour de l'individu quelque chose qui lui permet de s'installer dans la durée. Et le premier socle qui va servir à cette transmission de durée, c'est la narration. Et le rapport parent-enfant est un rapport narratif, où on raconte à un enfant le fait que le jour de son accouchement, ce n'est pas le début de son histoire. Il naît bien avant le jour de sa naissance. Il naît bien avant dans l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, de son appartenance, dans toute la complexité de son appartenance. Et donc on lui raconte une histoire qui dure. Donc sa naissance est bien antérieure au jour de son accouchement, et il ne va pas disparaître au-delà même du jour de sa mort. Ce qui est une manière en quelque sorte de permettre à l'homme de quitter le biologique, de rentrer dans une dimension plus humaniste, plus humaine. Il devient homme par le fait qu'il a une histoire, il vient de quelque part, il ne vient pas de nulle part, il va quelque part, il ne va pas de nulle part, il se promène entre un début et une fin qui ne sont pas véritablement appréhendables. Cette manière de quitter le biologique, c'est surtout de quitter, je dirais, ce que le biologique suppose en soi, c'est-à-dire la mort. La mort triomphe toujours, mais les hommes finissent toujours par l'emporter sur la mort. C'est-à-dire que quand on va à un enterrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens racontent des histoires. Donc, tout au long de la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, il est accompagné d'histoires. Et donc cette structuration narrative lui permet de s'épaissir, de gagner en épaisseur, c'est-à-dire de venir de quelque part, d'avoir cette histoire qui lui sert de support, de pouvoir la dire, de pouvoir s'y reconnaître, faire des connexions, être en résonance avec le monde. Et puis il va quelque part, il n'erre pas au hasard du quotidien. Et c'est donc cette structuration narrative est plus qu'importante comme support identitaire, car pour être quelqu'un, il faut avoir une histoire. Donc c'est vraiment très important. On voit bien, je dirais, dans la souffrance humaine, combien les hommes qui n'ont pas d'histoire, ou à qui il est interdit d'avoir une histoire, ou qu'on leur a dit tu as une histoire mais tu dois l'oublier, combien cette souffrance a été énorme. On pense aux enfants cachés, on pense à tous ceux qui sont frappés de honte. Je veux dire, c'est important de faire cette nuance dans le champ clinique entre les hommes qui sont coupables. Coupable, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Et donc là, le support juridique de notre société nous propose un outillage, un appareillage pour répondre à la faute commise. Par contre, quand on est quelqu'un qui est honteux, c'est parce qu'on n'est pas bon. C'est parce qu'on est juif, c'est parce qu'on est arabe, c'est parce qu'on n'est pas flamand, c'est parce qu'on n'est pas ceci, c'est parce qu'on est quelque chose dont on ne peut pas affirmer avec force et vigueur. Et donc, ce sont des moments cliniques très 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 douloureux. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, sur le plan thérapeutique, reconstruire l'histoire, appréhender l'histoire, aller la rechercher là où elle existe encore, que ce soit dans les murs, dans les mémoires de la fratrie, que partout elle existe, c'est vraiment un travail thérapeutique intéressant. Mais si vous regardez bien notre quotidien, télévisuel, radiophonique, littéraire, artistique, ne sont faits que d'histoire. Et pour faire la référence à l'humour c'est aussi un territoire où il y a beaucoup d'histoires, ce sont des blagues. Des blagues qui sont des petites histoires qu'on raconte, qui ne parlent pas de nous. Bien sûr, ça ne parle pas de nous. C'est comme les tragédies ou les comédies,
ça ne parle jamais de nous, mais en fait c'est un travail métaphorique, c'est une structuration métaphorique, c'est une histoire qui parle de nous, au plus près de nous, mais suffisamment loin par la métaphore que pour qu'on ne se sente pas directement visé. Donc on peut penser sans se sentir désigné. Et donc les histoires ont cette fonction d'être vraiment quelque chose qui nous architecture, qui nous contient, qui nous porte. Je crois. Dans votre champ d'intervention, que ce soit clinique ou que ce soit pédagogique ou que ce soit sur d'autres lieux, comment vous utilisez ce décalage? Enfin, pas uniquement l'humour, est-ce que vous utilisez d'autres types de décalage, que vous favorisez d'autres types je pense que la vie est... Le principe même de la vie, c'est Paul Morand qui disait « la vie, c'est moi et le hasard ». Donc je crois que le décalage est le constant de la vie. Je veux dire, la rencontre entre vous et moi ce matin, elle est construite sur le décalage. Vous ne savez pas ce qui va se passer, moi non plus. Nous sommes toujours en train de co-construire quelque chose dans une conversation. Il y a cette part d'incertitude, cette part de décalage potentiel dans ce que je pourrais dire, dans ce que vous pourriez dire, dans ce que nous pourrions dire. C'est pour ça que la thérapie n'est pas un processus communicationnel, c'est un processus de conversation. C'est pas la même chose. La communication, c'est la transmission d'un message. Là, c'est un peu fatigant, c'est un peu endormant pour celui qui écoute, c'est un peu fatigant pour celui qui le transmet. La conversation, c'est la rencontre de deux constructions constantes, basées sur le décalage. Donc je pense que la rencontre humaine, c'est d'abord un processus de décalage. La rue, la vie est un processus de décalage. À tout moment, le quotidien vient nous frapper de ce décalage. D'ailleurs, la plupart du temps, on voit bien quelque part qu'au détour de la souffrance humaine, le premier réflexe va être de diminuer le décalage, c'est-à-dire de diminuer le risque du décalage, c'est-à-dire de l'imprédictible. Il va donc y avoir toute une série de pratiques, de manières de faire, qui vise à augmenter la prédictibilité pour diminuer justement le risque de la surprise ou du décalage. Donc je pense quelque part que tout processus thérapeutique s'inspire de ce quotidien, c'est-à-dire comment justement repartir à la rencontre du monde, dans la surprise du monde, sans s'effondrer à la surprise. Donc c'est vraiment de pouvoir restaurer cette notion de rencontre du décalage qui est pour moi le processus thérapeutique. Alors, il y a tout ce qu'un homme peut faire dans le travail qui est le sien, c'est-à-dire en effet les histoires, en effet l'humour, comme j'en parlais il y a quelques instants, mais une de mes grandes aventures thérapeutiques pour l'instant qui m'amuse beaucoup, c'est de travailler sur des fratries, j'en suis à une trentaine de fratries, d'hommes ou de femmes qui ont été pris dans le massacre rwandais. Donc dans le grand génocide qu'il y a eu au Rwanda ou au Burundi. Et c'est assez passionnant parce que je réunis des fratries d'enfants qui ont vécu en Belgique ou au Rwanda ce qui s'est passé lors de ce massacre en 1994. Et ce qui est tout à fait passionnant de voir, c'est que quand on met côte à côte des histoires de frères et de sœurs qui ne se sont jamais racontées, on crée de la surprise. On crée de la surprise et c'est vraiment un processus passionnant parce que un frère ou une sœur va vous raconter ce qu'il a vécu, et puis le frère et la sœur vont raconter une autre histoire, et puis encore une autre histoire, et ils font cette expérience absolument extraordinaire d'avoir toute la même histoire qui est toute différente. Et donc c'est un véritable processus de grand décalage, simplement cette confrontation côte à côte, d'histoires semblables, mais légèrement différentes. Et donc ils découvrent qu'ils ont le même rapport au monde. Et ça c'est un aspect des plus intéressants, de voir ces hommes et ces femmes qui sont coupés du monde tellement ils en ont souffert, ils ont peur, et ils sont persuadés d'être dans une situation d'isolement complet, découvrent qu'un frère ou une sœur a vécu la même histoire et a le même rapport au monde. Et ce petit moment de surprise, d'entendre l'autre dire « mais tu racontes mon histoire là, c'est pas ton histoire que tu racontes, c'est la mienne ». Ce petit moment de surprise, c'est un raccordement. Et là, il y a un raccordement qui s'opère. Et la vie fait le reste, c'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui font cette petite découverte-là à cet instant de la rencontre, se sont autorisés à sortir d'une prédictibilité, c'est-à-dire j'ai peur du monde, je vais m'écarter du monde, je vais m'isoler des autres, je ne vais raconter mon histoire à personne, je vais faire semblant que tout va bien. Une fois qu'ils s'autorisent le temps d'une rencontre, une parole partagée, ils font cette découverte qui fait que par la suite, ils réinventent un autre raccordement au monde
ils vont entreprendre des démarches fraternelles, ils vont aller au Rwanda faire des choses. Et donc là, pour l'instant, je suis avec une famille où les 8 frères et sœurs vont aller au Rwanda poser un acte par rapport à un frère à eux qui a été tué ignoblement. Enfin, ça c'est un euphémisme, il a été tué, et il a été assassiné. Et ils vont en fratrie entreprendre une démarche pour retourner au Rwanda, faire un acte de rituel de deuil. Ces 8 frères et sœurs survivants avec tous des problèmes de couple, tous des problèmes véritablement de conjugalité aiguë. Depuis qu'on fait ce travail sur cette fratrie autour de cette histoire, de ce massacre, on voit bien quelque part que ça bouge dans tous les sens. Mais pourtant, on ne travaille que sur la surprise du partage de l'histoire. Mais je pense que c'est un détail. Donc, pour moi, le décalage, le fait de ne pas respecter toujours les mêmes processus de pensée, c'est la base du processus thérapeutique, pour moi. Vous écrivez, enfin, j'entendais dans votre conférence, qui est sur le village systémique aussi, à la Chaloupe, en 2005, produire ses propres discours aussi, c'est un long cheminement. Donc, oui, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Je pense à ça en fonction de ce que vous venez de dire, comment on se reconstruit un cheminement justement qui tient la route après effectivement des moments de souffrance où on peut se rencontrer. Mais je trouve que c'est une belle formule que vous utilisez. Pour moi, ça c'est un autre sujet sur lequel je trouve qu'il est intéressant de s'arrêter pour l'instant, c'est comment l'adolescence aujourd'hui répond à cette question. On voit apparaître chez les ados des comportements nouveaux, des comportements qui n'existaient pas il y a 10 ans, ou en tout cas avec une présence plus modeste. Ce sont les comportements de modification de l'apparence corporelle avec les piercings, les tatouages, toutes les modifications de l'apparence corporelle. Et on voit bien que quelque part, si on essaye de comprendre ces symptômes, que j'appelle symptômes parce que probablement je suis père d'ado et que à mes yeux ça m'inquiète, l'idée fondamentale, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, dans la modernité actuelle, dans ce dans quoi nous vivons, on voit bien quelque part que les ados qui parlent de ces modifications corporelles parlent d'appropriation du corps et d'appropriation d'un discours personnel. C'est un peu comme si le corps qu'on a reçu de ses parents, qu'on a façonné dans la famille, il faut à un moment ou à un autre de façonner soi-même, se l'approprier en le transformant. C'est une manière de dire c'est mon corps. On voit bien, par exemple, il y a des études intéressantes qui montrent que beaucoup d'ados réussissent les études secondaires et fêtent la réussite secondaire par un piercing. C'est un peu comme si la fin d'un cycle scolaire qui marque l'entrée dans un autre moment de l'âge de la vie s'accompagnait d'un rituel de passage d'appropriation. Et donc c'est une quête inlassable. On apprend à penser le monde par la pensée de nos parents. C'est eux qui nous apprennent à regarder le monde et à vérifier que ce qu'ils pensent est juste. Dans un premier temps, donc, on est propriété de l'autre. Et puis, on va s'approprier son corps, on va s'approprier sa pensée, on va s'approprier cette manière de faire. Et c'est tous les processus. Mais je crois que c'est jamais arrêté. C'est jamais arrêté. C'est un processus d'appropriation qui n'est jamais définitif. Parce que toutes les rencontres que l'on fait, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, que ce soit professionnelles, il y a toujours cette question, le rapport à l'autre, c'est cette part de moi-même que je partage, cette part de moi-même que je ne possède plus, avec tous les risques que la rencontre suppose, que ce soit l'amour, l'amitié ou la collaboration. Et donc, il y a toujours cette question de s'approprier son histoire, de s'approprier son corps, de s'approprier son âme, d'avoir l'impression d'être le gestionnaire. À tout moment, on est traversé par le sentiment qu'il y a quelque chose, ou les chrétiens diraient quelqu'un, qui mène notre vie, alors qu'on a le sentiment d'en être le gestionnaire personnel. Quand on voit ce qui se passe sur le plan économique en Belgique aujourd'hui ou dans le monde, on peut se poser de savoir quelque part qui mène le jeu. Et on peut sans cesse se poser la question de savoir si on est le propre gestionnaire de sa vie, le propre gestionnaire du discours que l'on a sur soi-même, si l'on est le propre propriétaire de soi-même. C'est une question qui relève un peu de différents champs qui ne sont pas tout à fait les miens, et je ne pense pas posséder toute la connaissance du sujet. Sur le plan vraiment qui est celui dans lequel moi je me déploie, il y a cette question inlassable qui revient
de savoir comment on est le propre prosateur de sa vie. Et cette question n'est jamais terminée. Comme elle n'est jamais terminée, elle offre un moteur absolument exceptionnel d'enrichissement personnel, puisqu'il faut constamment se dire ces questions bateau, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, c'est-à-dire comment s'approprier son corps, sa tête, sa vie, comment faire des choix, comment les assumer, comment les porter. C'est une question sans réponse, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà, alors peut-être pourrait-on en venir aussi à ce qui vous préoccupe principalement aujourd'hui dans votre travail et dans votre écriture, c'est le sujet de la mal-séparation. Est-ce que vous pourriez... c'est aussi un sujet très vaste. Hein. Ça vient d'une expérience que j'ai eu le plaisir de faire avec le monde de la justice, j'ai collaboré avec un avocat. On a reçu plusieurs couples, lui dans sa spécificité d'avocat spécialisé en droit de la famille, et moi dans celle d'être psychologue, thérapeute familial. On recevait des couples en situation qu'on a dit de mal-séparation, pour trouver un titre. L'idée, c'est de travailler sur des couples d'hommes et de femmes qui sont dans des conflits qui ne s'arrêtent jamais. Tous les psys, tous les avocats ont dans leur salle d'attente et dans leur cabinet des gens qui passent leur temps à se combattre leur ancien partenaire, que ce soit en ligne directe ou que ce soit via leur enfant ou via tout leur patrimoine. Mais au-delà de ces situations très, très conflictuelles connues, il y a toute une série de situations où les hommes et les femmes sont apparemment séparés, mais en réalité n'ont jamais digéré cette séparation et restent sur un mode de colère, sur un mode conflictuel. Et donc c'est d'essayer de voir comment on peut modéliser quelque chose au niveau de cette intervention ponctuelle sur ces couples qui n'arrivent pas à se séparer et qui restent donc coincés dans quelque chose. Bon alors, c'est un peu rapidement dit, je ne sais pas si on se sépare un jour, je pense qu'on peut difficilement se séparer, mais qu'on peut arriver à vivre sans l'autre. Et il y a toute une série de situations où on n'arrive pas à vivre sans l'autre. Et donc, on s'est amusé vraiment à recevoir des couples dans situations, envoyés par des avocats principalement, quelquefois par des psys, de ces hommes et de ces femmes qui depuis des années sont épuisés d'un combat. Et ça donne des résultats intéressants de les recevoir de manière très courte. Mais c'est un peu, de nouveau, un décalage. Parce que on ne réunit pas des gens séparés. On ne réunit pas les gens séparés puisqu'ils sont séparés, c'est un peu absurde de les réunir. Ben, c'est pas absurde du tout parce qu'on parlait d'histoire il y a quelques instants. En fait, il est coutumier d'entendre parler d'histoires d'amour, comment les hommes et les femmes se racontent des histoires d'amour, et bien pour qu'une séparation s'opère, il faut qu'ils se racontent des histoires de désamour. C'est-à-dire que s'il faut une histoire pour qu'un couple existe, il faut une histoire pour qu'un couple n'existe plus. Enfin, pour qu'on puisse vivre au-delà du couple, justement, pour qu'il continue à exister d'une manière narrative que l'on puisse s'approprier. Si l'histoire est une déchirure, est une brisure, est un arrachage, est quelque chose qui fait mal sur plein de plans psychiques ou physiques même, on ne peut pas sortir d'une histoire pareille. C'est impossible parce que si on en sort amputé, on en sort déchiré, on en sort très abîmé. Donc on a comme alternative que le combat, qui est une très bonne manière de maintenir l'autre là où il n'est plus. Donc il faut se battre avec l'ancien pour le garder au plus près de soi et pour qu'il puisse continuer à être un moteur de vie. Donc on a fait cette expérience de les recevoir 3-4 fois, ces couples, en leur proposant justement cette hypothèse. Ça marche assez bien de voir combien les couples... Alors attention, ça marche assez bien, ça veut dire que pour certains couples ça prend, pour d'autres ça ne prend pas parce que c'est trop tôt, parce qu'on n'a pas bien fait, je ne sais pas. Mais ceux avec lesquels on a pu construire une histoire se sont véritablement inscrits dans un processus d'apaisement. Et donc, voilà, le modèle sur lequel j'essaie de réfléchir, c'est comment justement accompagner des processus de séparation conjugale. Un centre dans lequel je travaille, qui est le centre de guidance de Louvain-la-Neuve, m'accompagne même dans une démarche d'expérimentation qu'on va mettre au point, qui consiste à se poser la question de savoir comment travailler, comment collaborer. Psy, non plus psy, avocat, ça c'était une expérience ponctuelle, mais psy et thérapeute d'enfants. Enfin, psychothérapeute de couple, psychothérapeute de famille, psychothérapeute d'enfants. Comment justement faire réfléchir cette contingence d'une problématique conjugale, d'une problématique familiale
et de certains symptômes qui peuvent apparaître chez les enfants, chez les adolescents. Bon, on en est allé au stade de l'étude, de voir comment on va modéliser tout ça, mais l'idée c'est d'essayer de voir s'il y a justement moyen de faire quelque chose, parce que au quotidien, dans ces centres, on est frappé par l'apparition dans les équipes enfants-ados de toute une série de symptômes qui mobilisent, je dirais, une prise en charge lourde, et de voir dans l'ombre, et c'est tellement banal ce que je dis, de voir dans l'ombre se déchirer des couples, et des fois de constater qu'il y a des couples qui continuent à se déchirer, mais des années après la séparation. Est-ce qu'il n'y a pas un travail spécifique à faire à cet endroit? Ça, c'est vraiment ce qui, pour l'heure, moi, me passionne beaucoup. C'est ça. Et comment maintenir aussi le couple dans sa parentalité au-delà de la séparation? C'est ça, hein. Donc le fondement des pays démocratiques, c'est ce qu'on appelle le maintien de l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire qu'une fois séparés, on continue à jouer papa-maman ensemble, et que c'est déjà une difficulté, je dirais, c'est déjà une difficulté qui est de faire cohabiter parentalité et conjugalité. L'un n'est pas un synonyme de l'autre, loin s'en faut, et beaucoup de problématiques conjugales naissent justement de cette contingence. Et là, c'est à l'envers, c'est-à-dire comment que le couple n'existe plus, comment ne pas justement déguiser ce couple en parents. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes et de femmes dits mal séparés qui déguisent leur conjugalité de parentalité et vont donc se combattre d'une manière ou d'une autre, se lier, être en relation de quelque manière qu'elle s'orchestre, sous un déguisement de parents, mais en réalité ils parlent de conjugalité. Quand ils sont fatigués, les hommes et les femmes qui vivent ces processus, et qu'on leur parle de ça, ils prennent très rapidement. Ils ne sont pas dupes. Il n'y a aucune duperie, c'est pas de la perversion, c'est pas de la manipulation, c'est pas tout ça. C'est vraiment des hommes et des femmes qui sont en souffrance, quoi, qui vivent mal le départ de l'autre, qui vivent mal leur départ, et qui ne peuvent pas véritablement le dire, qui ne peuvent pas être dans la narration, parce que ce serait avouer des mots qui sont tellement peu logiques, mais qu'on entend dans ces cas-là. Ma séparation est un échec, je n'aurais jamais dû, si j'avais su, j'aurais pas. Des choses avec lesquelles il n'est pas facile de vivre, parce que même si un jour un homme et une femme se séparent, parce que leur couple ne marche plus pour toutes les raisons qui peuvent être les leurs, néanmoins, la conjugalité, la construction d'une relation d'amour, la fabrication des bébés, tout ça, ce sont des moments de bonheur, des moments de réussite, si on reprend le mot échec, des moments de force. Et donc, pourquoi oublier tout ça au profit d'un combat qui ne se termine jamais, mais qui est la seule stratégie de remplacement d'une séparation impossible. Ça, c'est mon sujet de prédilection pour l'heure. Donc, vous nous parliez de votre action au sein du centre de guidance de Louvain-la-Neuve. Quels sont les autres champs, quels sont les autres contextes professionnels que vous investissez pour le moment? Alors, il y a mon lieu d'appartenance premier, c'est la Forestière, qui est une école de formation en thérapie familiale à Bruxelles. Je travaille aussi dans une autre institution auquel je suis très attaché, mais qui est plus périphérique, qui s'appelle Intersection, qui est une petite association tournaisienne où depuis 20 ans, déjà maintenant un peu plus, peut-être même plus de 20 ans, on organise des formations et des colloques qui marchent bien, qui sont transfrontaliers, quoi, qui se font en collaboration avec le nord de la France. J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans deux autres institutions qui sont l'une à Mont, qui est l'association montpelliéraine de thérapie systémique, qui se trouve donc à Montpellier, et puis une collaboration avec beaucoup de plaisir avec Robert Leberger de CEFA. Ça, ce sont mes lieux de prédilection, et puis voilà, le reste, c'est des promenades à travers la Belgique, à travers ce que je me permets d'appeler l'Europe francophone, où je vais de temps en temps un peu travailler. Voilà. Eh bien, Monsieur Van Emelring, je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis chez vous et au plaisir de vous retrouver un de ces jours pour le village systémique, dans d'autres circonstances, peut-être un livre, nous verrons. Voilà, au plaisir. Merci beaucoup.